Dans mes 2 premières vidéos, enfin dans les 2 vidéos précédentes, on a abordé tout d'abord dans la vidéo décryptage numéro 1, Rupert Spira, rien n'est vrai, le fait que les mots sont faux et ne peuvent pas décrire ce que nous sommes réellement. OK. Dans la deuxième vidéo du triptyque, donc la vidéo qui précède celle-ci, on a parlé alors d'un point hyper important, les niveaux de langage. Et on a montré comment, ce qui pouvait éventuellement paraître vrai à un certain niveau de langage, pouvait devenir faux à un niveau de langage plus profond. On a évoqué le Neti Neti par exemple, et une citation de Ramana Maharshi, «Je ne suis pas le corps», à un niveau de langage plus profond, oui, je suis le corps. Et on a donc posé la question, mais pourquoi ne pas dire directement ce qui est plus profond, ce qui est plus vrai? Pourquoi passer par des espèces de chemins détournés? Eh ben, c'est ce dont on va parler, dans cette troisième vidéo du triptyque et on va en parler maintenant. Dr. Jones. Avant d'entrer, directement dans le vif du sujet, j'aimerais quand même te montrer quelque chose. Heu, 2 extraits, heu, très courts, je te rassure, de vidéos de Rupert Spira. Oui, encore lui, je sais. Le premier extrait, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur sa chaîne. Elle date d'il y a 2 ans et elle a fait, plus de 1,8 million de vues. Ce qui est énorme, hein, pour un domaine aussi restreint que la non-dualité. Il faut savoir que nos chaînes YouTube, elles s'adressent vraiment à un public très restreint. C'est pour ça que quand ça dépasse comme ça des centaines de milliers de vues, c'est énormissime et c'est génial, hein, tant mieux. Donc premier court extrait, tu vas voir, c'est quelqu'un, alors ça se passe pendant une retraite, c'est une jeune femme qui pose une question à Rupert Spira. Donc il y a juste la tu vas entendre juste la fin de la question parce qu'on n'en a rien à faire en fait, hein, de la question ici là, c'est pas ça qui compte. On entend juste la fin de la question, j'ai coupé exprès, heu et je te demande de prêter attention à ce qui se passe entre la fin de la question, une fois qu'elle a été posée, et le début de la réponse de Rupert Spira. Donc fais bien attention parce que c'est assez rapide, c'est l'histoire de quelques secondes. On en reparle juste après. And just having that experience of sleeping or Okay. So imagine universal consciousness. Donc tu as sans doute remarqué quelque chose. Entre le moment où la question a été posée et le moment où Rupert Spira commence à répondre, eh ben, il s'est passé quand même quelques secondes, on va dire. Où Rupert Spira est comme un peu comme ça, comme un peu suspendu dans le temps, là. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est qu'est-ce qu'il fait? Je vais te montrer maintenant un deuxième extrait qui est, qui est encore plus impressionnant, je dirais. Donc là, la question a été posée, à Rupert Spira. Il a commencé à répondre et j'ai commencé la vidéo, tu vas voir, à un moment donné où il est en plein dans sa réponse et puis là, dans son raisonnement, il va commencer une phrase, il y a comme une virgule et regarde ce qui se passe. À tout de suite. A failure of your understanding. In terms of gratitude, um,
just feel that you are grateful for anything in your life. Donc là, tu as vu, ça a duré encore plus longtemps, hein. Il s'est interrompu dans son raisonnement. Il s'est mis en pause. On voit ses yeux ses paupières qui clignent à de nombreuses reprises. Même question, qu'est-ce qu'il fait? J'ai regardé dans certains commentaires de vidéos. C'est amusant d'ailleurs de regarder les commentaires. Il y en a qui ont dit, qu'en fait, quand il fait ça, il canalise la réponse en direct. Et là, je peux te dire directement: «Non, c'est pas ça». Ça me fait rigoler parce que d'ailleurs quand je dis «canalise», je regarde comme ça vers le haut, parce que ce terme, ce verbe-là, canaliser, ça fait très, très new age. Ça fait style, et ben, il se tourne vers une espèce d'entité, extérieure, je sais pas laquelle moi, des galactiques, je ne sais quoi et des êtres supérieurs qui vont lui fournir comme ça la réponse, venue du ciel. Non, heu, je vais te dire après pourquoi je dis non, hein, t'inquiète pas. Canalisation, non. J'ai vu un autre commentaire qui m'a paru déjà beaucoup plus sensé, en tout cas beaucoup moins fantaisiste, où il disait, il télécharge la réponse. Ah, j'ai trouvé ça intéressant parce que, oui, on aurait pu penser que, il va chercher la réponse à l'intérieur, un peu comme une clé USB que l'on branche sur l'ordinateur, donc il va chercher dans son disque dur intérieur, ou son cloud intérieur, la réponse à la question. Ça aurait pu être ça, mais là aussi je dis: «Non, c'est pas ça non plus». Pourquoi je dis que c'est pas ça? En fait, Rupert Spira ou n'importe quel, enseignant spirituel, je reparlerai peut-être de ce mot enseignant tout à l'heure. N'importe quel enseignant spirituel, non duel, heu, connaît déjà la réponse. Il a pas besoin d'aller la chercher. Comment il la connaît? Il la connaît avant même que tu aies fini de poser la question. Il sait même des fois mieux que toi la question que tu lui poses. Ça arrive régulièrement où, tu as le chercheur d'éveil qui pose la question au maître dans les satsangs, hein, dans les retraites ou même en visio comme ça en one to one, en individuel. Alors tu as le chercheur d'éveil, ça il met 1 heure à poser sa question, il bredouille, il cherche ses mots. Toi, tu es là, tu attends, mais vas-y, sors là ta question. Et au bout du compte, quand il a enfin réussi à poser sa question, là, tu as le maître qui dit: «Mais en fait, ta question, tu voulais demander blablabli blablabla». En 10 secondes, en une seule phrase, le maître, reformule la question. Et là, l'élève il dit: «Ah oui, c'est exactement ça que je voulais poser». Oh putain, tu pouvais pas le dire tout de suite? Le sage connaît la question que tu lui poses. Pourquoi? Parce que ça fait quelqu'un comme Rupert Spira, ça fait 30, 40 ans qu'il répond tout le temps aux mêmes questions. Il les connaît par cœur les questions, il te voit venir, mais alors à 10 kilomètres. Donc non, il va pas chercher la réponse, il la connaît par cœur. À moins que, miraculeusement, quelqu'un lui pose une question qu'on ne lui a jamais posée, oui, je dis vraiment miraculeusement parce que voilà. Là, alors peut-être que dans ce cas, ah ben là, il dira: «Attends, je vais regarder à l'intérieur là, oui, je vais regarder pour trouver la réponse». Mais sinon, non. La réponse, je te dis, il la connaît déjà. Donc à quoi ça sert ce moment-là où il se met en pause? Eh ben, je vais te dire un truc, qui va sans doute t'étonner, tellement c'est banal et pas sexy du tout, pas spectaculaire, pas galactique, pas new age, pas magique. Quand il fait ça, il réfléchit.
Ah ouais? Tu sais ce truc, qui consiste à se servir d'un outil, dont tout le monde dispose et qui s'appelle, les facultés mentales. Ouais, il s'en sert. Il s'en sert pour quoi faire? Tu as une idée là-dessus? Puisqu'il connaît déjà la réponse? Ouais. Ben, il s'en sert pour déterminer quelle sera la meilleure manière de formuler la réponse en fonction de l'interlocuteur qui lui a posé la question. C'est pas plus bête que ça. On dit qu'un sage est capable de répondre à la même question de 1000 manières différentes. Et c'est juste une expression parce que je pense quelqu'un comme Rupert Spira, il a plus que 1000 réponses, à la même question, dans son sac, hein, largement, hein, et même, à une question donnée, à certaines questions, je suis sûr qu'il a déjà dépassé les 1000 façons de répondre, hein. Pourquoi? Parce que, l'interlocuteur, pourrait passer à côté, ne pas être du tout touché par les 999, 1res manières de répondre à la question et à la 1000e: «Ah! Là, ça percute». Voilà. Donc il y a plusieurs, façons d'éclairer la réponse, des angles de vue, et le maître spirituel, ben, les essaye toutes, en espérant, que ça va, résonner chez son interlocuteur, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi il fait ça? Parce que je dis: «Il espère». Est-ce que ça veut dire que le maître spirituel a des attentes vis-à-vis de son interlocuteur? Non, il n'a pas d'attente. C'est-à-dire que si celui qui lui pose la question ne comprend pas la réponse, percute pas, ça résonne pas. On lui reformule la réponse d'une deuxième manière, ça percute toujours pas. Une troisième manière différente, il percute toujours pas. Ben, tant pis, heu, c'est qu'il était peut-être pas prêt à entendre la réponse, hein. Des fois, on entend une phrase un peu comme ça toute faite qui dit que quand l'élève pose la question, c'est qu'il est prêt à entendre la réponse. Ben, pas toujours, non. Des fois, il pose la question et puis tu as beau lui répondre, de 36 manières différentes, non, ça percute pas. Donc là, faut s'y prendre autrement. Donc pas d'attente, du côté de l'enseignant spirituel. Un espoir, oui, heu, parce que nous sommes bienveillants, tout simplement. Si on observe que notre interlocuteur, ah ben, d'un seul coup, il a pris conscience de quelque chose, ça nous fait plaisir, et tout simplement. On n'a aucun plaisir à voir l'interlocuteur, patauger dans la semoule. Donc on l'accompagne. Alors tu vois, depuis quelques vidéos, j'emploie souvent, le mot enseignant, le verbe enseigner. Je parle de l'enseignement non duel, l'enseignant spirituel. Mais si je devais employer un mot beaucoup plus propre, je devrais dire l'accompagnant spirituel, plutôt que de l'enseignant. Pourquoi? Parce que la non-dualité, ça s'enseigne pas. C'est quelque chose qui se vit. La conscience, si on veut l'appeler comme ça, c'est ce que nous sommes déjà, réellement. On peut pas enseigner à être ce qu'on est déjà. Ça n'a pas de sens. Pour mieux comprendre ça, je prends parfois l'exemple du jardinier. Donc dans l'idée, c'est que l'accompagnant spirituel est comme un jardinier avec une plante ou une fleur, si tu préfères.
Heu, il va de soi que le jardinier ne va pas enseigner à une fleur à croître et à éclore. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène totalement naturel qui se fait tout seul et qui dépasse notre entendement. Quand on voit tous les phénomènes à l'œuvre pour qu'une fleur pousse et éclose, mais c'est ça nous dépasse. Même les scientifiques sont dépassés. On ne sait pas le quart de la moitié de ce qui se passe réellement. C'est un phénomène naturel et c'est pareil pour l'éveil. Heu, Quelqu'un qui voilà, toi là qui regarde ma vidéo, tu es pas là par hasard. C'est parce que tu t'intéresses à l'éveil spirituel, à la non-dualité. Il y a quelque chose qui te pousse. Tu es comme une fleur en train de croître et qui veut éclore et et ça se fait tout seul. On sait pas d'ailleurs quand est-ce que ça a commencé. Heu, on s'en fiche quelque part. Mais le phénomène est à l'œuvre et il y a aucun accompagnant spirituel qui peut ni accélérer ce phénomène, on peut pas te faire pousser, croître plus vite, on peut pas forcer le phénomène et on peut pas t'enseigner à t'éveiller. On peut juste t'accompagner comme le jardinier, ben, c'est vrai que même s'il peut pas faire grand chose, c'est pas lui qui fait pousser la plante, mais il peut quand même nourrir la terre, tu vois? Avec du terreau, par exemple, des espèces de vitamines. Qu'est-ce qu'il il peut arroser bien sûr la plante. Il peut aussi, si elle est dans un pot, ben, faire en sorte de la mettre quelque part où elle soit bien exposée à la lumière. Tu vois? Il fait c'est pas grand chose, mais il participe à sa manière. Voilà. Avec bienveillance. C'est ça qu'il faut retenir, hein. Là, dans les extraits que je t'ai montrés, bah, Rupert Spira aurait pu ne pas prendre la peine de s'arrêter, réfléchir et puis balancer comme ça le premier truc qui lui vient à l'esprit sans savoir si c'est la manière la plus adaptée de répondre à son interlocuteur. Mais par bienveillance, il prend le temps de se dire: «Attends, comment je pourrais présenter la chose de façon que, ça ait le plus de chances possible de percuter?» Voilà, la bienveillance. Il y a une autre, analogie que j'aime bien, qui est de moi. C'est celle-ci, enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais entendue nulle part. Heu, c'est l'analogie de la jeune fille qui est en train enfin, dont le corps est en train de se transformer pour devenir une femme. Tu vois le truc? Et donc c'est pareil, c'est un phénomène totalement naturel, on peut pas le forcer, on peut pas l'accélérer, sauf peut-être avec des produits, mais là, ça devient artificiel. Et la jeune fille, ben, c'est possible que, bah, que la façon dont les choses se passent, ne lui convienne pas tout à fait, hein. Par exemple, elle pourrait très bien, observer qu'autour d'elle, toutes ses copines de classe, on commence à avoir de la poitrine, par exemple, et puis elle, non, elle est plate comme une limande. Donc mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ou bien l'inverse, hein, elle a de la poitrine et puis pas les autres, alors, bah, ça lui plaît pas non plus. Elle sait pas trop comment gérer les choses. Ben, dans ce cas-là, c'est bien d'avoir quelqu'un, sa mère par exemple, hein, c'est sans doute la mieux placée, pour l'accompagner dans cette période un peu délicate. Pour lui expliquer les choses, peut-être lui dire: «Bah, moi aussi à ton âge j'étais comme ci, comme ça. Ah oui, moi aussi, j'ai galéré et puis finalement regarde après ça s'est arrangé». Quelqu'un qui va l'accompagner, qui va la rassurer, qui va peut-être lui expliquer: «Oui, il y a des étapes, ça se passe pas toujours pareil, c'est différent pour chacun», enfin voilà, qui va lui expliquer les choses de façon que ce changement-là, cette transformation, se passe le mieux possible, avec le moins de stress possible. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas ça va pas chercher très loin, mais ça peut avoir son importance, c'est tout. C'est pour ça qu'on appelle ça un accompagnement. Voilà. OK, maintenant qu'on a parlé de ça, on peut aborder
le point, la fameuse question posée, à savoir pourquoi, parfois, on dirige notre interlocuteur dans une direction qui est vraiment pas la plus directe. Comme pour le neti-neti, hein, je vais pas rappeler la chose, tu qu'à regarder ma vidéo précédente. Eh bien, la réponse, ça pourrait être tout simplement que, on estime à ce moment-là que c'est la meilleure chose à faire en fonction de notre interlocuteur. On peut se tromper, hein, il n'y a pas de on n'a pas la science absolue. On peut se tromper. Rupert Spira a dit: «Nous faisons de notre mieux». Voilà. Des fois, il répond à une question et puis il dit à l'interlocuteur: «Je suis pas sûr d'avoir bien répondu à ta question». Donc il observe la réaction de l'interlocuteur. Là, j'ai l'impression que là, j'ai tapé un peu à côté. Voilà. Donc voilà, on estime parfois que si on donne une réponse trop profonde, directement, eh ben, on va perdre notre interlocuteur. Il il va être perdu. Ça va pas résonner. Voilà. On peut tenter, hein. Ça m'arrive, régulièrement moi, hein, de faire ça. De dire, par exemple, «Je vais te dire quelque chose, sois bien attentif, n'essaie pas de comprendre». Je Parce que quand je dis ça, je me dis: «Bon, il va pas pouvoir comprendre, ça va pas percuter». Mais juste entends-le, mets-le dans un coin de ta tête et puis d'ici quelque temps, il est fort possible que, ah, là tu vas vivre quelque chose où tu vas dire: «Ah bah, c'est ça qu'il m'avait dit, l'autre fois». Ça y est. Donc ça m'arrive de donner une réponse profonde en sachant quasiment à coup sûr que mon interlocuteur, il va pas percuter. Mais sinon, en général, on fait pas ça. On trouve une réponse qui va être adaptée au niveau de compréhension de l'interlocuteur, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Et c'est le cas du neti-neti. Voilà. Heu, Quand on dit, «Je ne suis pas le corps», on pourrait rajouter, hein, je l'ai dit, on pourrait rajouter, ce serait plus précis: «Je ne suis pas essentiellement le corps», mais alors là, ça va rajouter une information dans la tête de l'interlocuteur. Il va dire: «Donc ça veut dire que je suis quand même aussi le corps». Ça va être trop compliqué. Donc on simplifie, en fait. Et une fois qu'il a passé qu'il est parvenu à cette étape du neti-neti, avec un petit peu plus de maturité, on il va se réorienter tout seul dans la bonne direction. Pour illustrer cette idée, je vais te donner, 2 images, 2 analogies. La première, c'est, l'analogie de c'est une analogie qui est de moi aussi ça. Heu, L'autre aussi d'ailleurs, la suivante. L'analogie de l'étoile polaire. Là, tu vas dire dans «Quoi? L'étoile polaire? Qu'est-ce que ça quel rapport avec ça?» Tu vas comprendre. Supposons, imagine qu'on soit toi et moi là, tous les 2 en amoureux, un soir d'été, à la nuit tombée, on regarde le ciel magnifique, un ciel totalement clair, aucun nuage, il fait bien noir et on voit des milliers d'étoiles dans le ciel. OK? Et là, je te demande, est-ce que tu sais, repérer est-ce que tu sais où se trouve, l'étoile polaire? Tu sais, cette étoile qui indique toujours le nord? Et là, tu vas me dire, «Non». Ouais, et il y a 99 chances sur 100 que tu me dises non. Non, non, je sais pas où elle est cette étoile, polaire. C'est quoi? Elle est très brillante? Non, elle est pas du tout très brillante, elle est moyennement brillante. Elle est plus grosse que non, non, non. Elle est très, très banale, en fait. Et le problème, c'est que si je commence à pointer mon doigt vers l'étoile polaire et je te dis: «Tiens, regarde bien la direction de mon doigt, elle est là, là». Mais il y a de très fortes chances
que j'arrive pas à te la montrer. Pourquoi? Parce que je viens de le dire, elle brille pas spécialement plus que les autres. Elle est entourée de plein d'autres étoiles. Donc, il suffit que tu regardes à peine un demi degré à côté de là où il faut, ben, tu vas te tromper d'étoile. Alors, ce que je vais faire, je vais te poser une autre question. Parce que là, je me dis: «Attends, si je te montre directement le truc là, ça va pas le faire. On va galérer». Donc, je vais t'indiquer une autre direction, comme pour le neti-neti. Je vais te dire: est-ce que tu sais repérer quand même la grande ours? Tu sais, la grande casserole là? Et là, tu vas me dire: «Ah oui, quand même!» Tout le monde, connaît la forme de la grande ours, la grande casserole. Et ce que je vais faire, je dis: «Attends, vas-y, montre-la moi». Donc une fois que tu me l'as bah, elle est là! OK. Une fois que tu me l'as montrée, je vais t'expliquer comment, à partir de la grande ours, comment te repérer pour pouvoir savoir précisément où se trouve l'étoile polaire. Donc je te montre une petite illustration. C'est très simple. Donc en fait, il suffit de prendre les 2 étoiles du bord de la casserole, opposées à la aux manches là, et de prolonger ces 2 étoiles-là vers le haut. Heu, le haut, c'est du côté de l'ouverture de la casserole, quoi. Vers le haut d'à peu près 5 mesures et tu tombes sur l'étoile polaire. Voilà, et tu peux faire ça à n'importe quelle, période de l'année, hein. Que tu aies la grande ours comme ça à l'endroit ou à l'envers ou sur le côté, ça change rien, ça marche à chaque fois. Donc ce que j'ai fait dans ce cas-là, j'ai orienté ton regard, non pas dans la bonne direction, dans une autre direction, plus facile à atteindre, hein, la grande ours, elle est bien visible, et une fois que tu l'as, là, à partir de là, tu peux ensuite atteindre l'objectif, hein, à savoir l'étoile polaire, qu'on pouvait difficilement, pointer directement. Voilà, c'est une méthode pédagogique. Deuxième analogie plus rigolote, je vais l'appeler l'analogie de la grenouille. C'est une grenouille qui est, sur un étang, bien installée dans une feuille de nénuphar, et puis là, oh, au milieu de l'étang, elle voit une magnifique, feuille de nénuphar, qui lui fait de l'œil. Elle se dit: Je serais tellement mieux sur cette feuille là-bas au milieu de l'étang». Sauf que, elle a pas envie de se mouiller. Tu vois, elle est bien bien installée sur sa feuille là, pas envie de se mouiller, et elle se dit que si elle essaye de sauter directement sur l'autre feuille, ah, elle va se retrouver à la flotte. Ça va pas le faire. Alors, comment je vais faire? Elle regarde autour d'elle, tic, 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 donc faut détourner son regard, hein, de l'objectif du coup. Elle regarde et ah! Elle voit une autre feuille en diagonale sur laquelle elle va pouvoir sauter directement sans se mouiller, et de cette feuille-là, la deuxième, elle va pouvoir sauter sur, la destination finale. Petite illustration. Voilà. Donc voilà ma réponse à pourquoi, parfois, on n'oriente pas l'interlocuteur directement vers une vérité plus vraie. Voilà. Sachant que, voilà, pour, boucler un peu la boucle de ces 3 premières vidéos, de ce triptyque, sachant que de toute façon, même, si on pointe une vérité plus vraie, hein, soi-disant, heu, du moment qu'on en parle avec des mots, ça sera toujours à moitié faux. Voilà, et il suffirait qu'on aille encore plus en profondeur pour que ce qu'on avait dit, qui paraissait pourtant plus vrai, devienne à son tour, à moitié faux. Jusqu'au silence. Là, OK, c'est nickel.
Le silence, c'est pas le silence, sonore, hein. C'est même pas le silence des mots parce que tu peux très bien être silencieux, mais que dans ta tête, ça tourne, comme le hamster. Non, non, c'est le silence qu'on pourrait appeler l'absence de concept. J'allais dire l'absence de mots et c'est quasiment la même chose parce que les concepts s'expriment avec des mots. L'absence de mots et même l'absence de concept. Voilà. Même le concept de vrai et ou faux disparaît dans la conscience. Ça n'a plus aucun sens. Il faut vraiment être dans un cerveau humain pour, heu, pour raisonner en termes de vrai et de faux. C'est le truc typiquement humain. On est les seuls dans tout l'univers, à moins de croire aux galactiques, on est les seuls dans tout l'univers à raisonner en termes de vrai et de faux, de bien ou de mal, hein. C'est le truc typiquement humain, hein. Homo sapiens sapiens debilus. Voilà, au niveau de la conscience, il y a ni bien ni mal, ni vrai ni faux. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des concepts, des inventions. Voilà. Voilà, je mets un terme donc à ce triptyque indispensable. Je reviendrai constamment sur l'une ou l'autre de ces 3 vidéos dans les vidéos suivantes. La prochaine vidéo, ce que je prévois de faire, donc normalement c'est ce qui devrait se produire. Je dis normalement parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Peut-être qu'il va y avoir un truc à dire avant, dire: «Ah, faut absolument que je parle de ça avant». Bon, en général, quand je prévois quelque chose, ça n'arrive pas. Je suis très mauvais en prédiction mais normalement, si c'est pas la prochaine vidéo, bah, ça sera dans celle d'après ou encore d'après. Je ferai un décryptage, de certains propos tenus roulement de tambour, par, Lorraine Leroy. Ouais, Lorraine Leroy. Rien que de le dire, ça me fait plaisir. Elle a dit quelque chose de très beau, il y a pas longtemps. Quand je l'ai entendu, j'ai dit: «Ah ouais, ça c'est vrai». Ça a résonné directement et donc je prendrai l'extrait et on en parlera dans une de mes prochaines vidéos, sans doute la prochaine et après ça, je prévois aussi de faire une vidéo, où je vais me faire, des ennemis. J'adore, parce que je vais dire du mal de quelqu'un que tout le monde aime bien et moi aussi je l'adore. C'est Pierre Leray-Guillemé et même Gérald. Donc je ferai un décryptage Pierre et Gérald. Aïe, ça va piquer les amis. Il y en a qui vont même pas vouloir regarder la vidéo. Ah non, on ne touche pas à Pierre et Gérald. Ah si, on y touche. Et pourtant, je les adore. Et la vidéo ne sera pas du tout contre Pierre et Gérald. Ça sera une sorte d'avertissement vis-à-vis justement de celles et ceux qui ont tendance à faire de leur accompagnant spirituel une sorte d'idole comme s'ils ne pouvaient jamais se tromper. Pierre et Gérald disent parfois de grosses bêtises, pour être poli. Et je le démontrerai. Voilà, c'est un petit teaser pour te donner envie de regarder mes prochaines vidéos. Je te remercie, je vous remercie tous pour votre attention. N'hésitez pas à mettre ce que vous voulez en commentaire. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, posez des questions en commentaire. En général, je lis les commentaires et parfois j'y réponds quand je le juge utile. Si t'es un rageux, que tout ça, ça te gave, vas-y, lâche-toi en commentaire.
J'adore les commentaires des rageux. C'est ceux qui me font le plus rigoler. Donc merci à tous et je vous dis à très, très bientôt.